Salut, bonsoir à tous ou bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial préparé par mes soins que je vous propose. En effet, nous sommes en audio, tel un podcast, exercice dont je me tâte à faire de plus en plus en ce moment en complément sur cette chaîne. Faites appel à vos sentiments, père. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous me prenez pour un demeuré. Je ne peux pas être roi, Archimède. Comment? Par Jupiter et ses roubignoles. Remonte le couloir. On suit la ligne verte. 82, 82, 82. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Tu entends? Et le lynx, ça pas plutôt par là? C'est moi, George McFly. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Donc Dominique, bonjour et merci de venir répondre à ces quelques petites questions. Comment ça va? Bonjour Aurélien, l'excellent. Donc ça va bien? Bon, écoute, j'aurais pu étaler un peu mieux, parce que là, j'ai attrapé la bronchite, là. Mais sinon, ça va. Donc, il va y avoir quelques crashs mouillards, et tu t'en sortiras. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, si on revenait un peu sur votre immense carrière quand même, que vous avez commencé donc depuis très jeune. Donc si vous deviez décrire là votre carrière aujourd'hui en un mot, lequel serait-ce? Bah, j'ai commencé très tôt, mais je finirai très tard. Voilà. Donc comme je vous le disais, vous avez commencé votre carrière très jeune, Oui. Vers 1955-56. Oui, on peut dire ça, même avant, mais bon. Et quel souvenir vous gardez un peu de cette période? Il y en a un que j'ai un très bon, c'est Du rififi chez les hommes avec Jules Dassin. Ça, j'ai adoré ce tournage. J'en ai un souvenir assez étrange. J'étais très malheureux parce que je devais abandonner un ballon qui devait partir dans le ciel. Un ballon, comment ça s'appelle? Les baudruches. Les ballons de baudruche, bien c'était sûr. quand même d'une haute qualité et du très bon latex. Et je vois ce ballon s'échapper. Ça m'a fait. C'était devant le jardin, devant la gare d'Austerlitz. D'accord. Le jardin des plantes. Ok, d'accord. Voilà. Et là, c'était le moment où un des acteurs, malheureusement, je ne me rappelle pas de son nom, qui est très connu, qui a fait une belle carrière, me kidnappait. Oui, je vais bien. Il est parti, papa. Et c'est comme ça que Jean Servais va me chercher. Enfin, le film est très beau. Hein. Jules Dassin est un très grand cinéaste. Il a été obligé de s'échapper des États-Unis parce que, au moment du macartisme, parce qu'il faisait des films sociaux, des films en contradiction avec la politique de son époque. Donc il a continué à faire du cinéma. C'est le père de Joe Dassin. Bah oui, oui. Et c'est le logique. mari de Mélina Mercouri. Bah oui, c'est logique, oui. Voilà, c'est logique. Ah, c'est logique, oui, Dassin. Et pour moi, c'était un peu un père spirituel, quoi. C'était un monsieur que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc j'avais 5 ans. Donc c'est ça. Et après, vous avez commencé aussi le théâtre à peu près à cette période-là. Oui, avec c'est Peter Brook qui mettait en scène La chatte sur un toit brûlant. Il y avait Jeanne Moreau et un très vieil acteur qui s'appelait Balpétré, mais je ne retrouve pas sur les feuilles qui citent cette époque. Il n'est pas noté. Je trouve ça curieux. Alors, peut-être j'ai fait une erreur, mais moi je me rappelle de Balpétré quand même. Sur la chatte sur un toit brûlant. La chatte sur un toit brûlant avec Jeanne Moreau. C'était les débuts de Jeanne Moreau. D'accord. Voilà. Donc moi je jouais là. Ou alors j'ai joué avant ou après. Oui, non, je crois que j'ai joué après au Théâtre Marigny. Le tenant Monsieur Pennypacker. Alors là, c'est marqué en 1958 en fait. Ils mettent ça en 58 et la chatte sur toit brûlant, c'est 56. Voilà, c'est ça. Donc c'est après. Donc les tenants Pennypacker, c'est après. Donc je me trompe pas. Et puis ensuite j'ai fait Deux Doudingues. J'ai fait d'autres pièces après. Je me rappelle. Enfin bon, jusqu'au Châtelet. Après j'ai pas arrêté. Hein, toute ma jeunesse, j'ai joué au théâtre. C'est pas très bon pour le sommeil. Je me souviens que je jouais par exemple au Châtelet et j'avais des angoisses. Donc pour pouvoir passer mes angoisses, je rêvais je m'imaginais quand j'étais sur scène, pour pouvoir avoir la patate, pour pouvoir jouer, quoi, tu vois. Ben, je me projetais dans les bras de ma marraine, par exemple. C'est très dur de faire ce métier quand on est enfant, parce que c'est toujours opportun de pouvoir se tirer de l'école, de sortir du lot. Hein, mais en fait, ça déstabilise complètement les relations humaines. Comment ça se passait par exemple pour être les cours et tout ça? On venait me chercher en plein cours jusqu'à l'âge de 7, 8, de 9 ans, 8 ans, 9 ans. La porte s'ouvrait, on disait Morin, parce qu'on s'appelait Morin à cette époque-là. Et hop, je partais pour aller faire un casting, pour aller tourner, pour aller faire un doublage, pour faire une pub, pour faire un défilé de mode.
Ma mère avait besoin de beaucoup d'argent parce qu'elle aimait la pierre. Ce qui nous a mis la pierre au cou aussi. Parce que, bon, on a quand même... tu vois, tu es dans un studio, celui-là, je me suis acheté moi-même. J'avais tout l'appartement avant, puis quand j'avais, dans les années 80, 70 plutôt, 72, je l'ai acheté. Je jouais au Théâtre de la Ville. Parce que j'ai quand même, tu vois, à partir d'un certain temps, vraiment été gavé par le show business. Bien avant la mort de Patrick, d'ailleurs. Tu vois, j'étais déjà en rupture avec le show business, avec l'industrie du spectacle, avec le vedettariat, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas du tout une posture, ni une pédanterie que de ne pas me montrer. C'est que je préfère le marionnettisme, moi. Je préfère... pour moi, le doublage, c'est comme des marionnettes, tu vois. Je prête ma voix, c'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que la marionnette, au moins, je suis pas en train de mimer une voix. On mime un jeu aussi quand on fait du doublage, on mime le comédien. Ce que j'essaie de ne pas faire, moi, personnellement. J'écoute le comédien, j'écoute ses intentions, et après je vais chercher en moi les vrais moteurs. Et je ne fais pas du micro. Justement, je reste encore un peu sur votre enfance. Oui. Est-ce que vous vous souvenez un peu de votre tout premier doublage? C'était avec Serge Luguen, c'était au studio Éclair à Épinay. Maintenant, c'est dubbing, non? Ça a changé? Oui, ça a changé plusieurs fois. Il n'y avait qu'un studio, il n'y avait qu'une baraque. Il y avait une petite maison. Tu vois, tu connais le studio? Oui, celui à Épinay, oui. Oui. Je suis déjà allé... Il n'y avait que ce studio-là. D'accord. Des studios qui marchaient avec la rythmo, hein. Ça ne marchait pas avec le... Bien sûr, la bande rythmo, la fameuse. La bande rythmo, ça ne marchait pas avec la vidéo. Donc on s'arrêtait entre chaque prise, ça nous permettait de déconner. Boucle. Et qu'est-ce qu'on se marrait, putain. Qu'est-ce qu'on déconnait. C'était quelque chose. Le doublage, c'était marrant. À l'époque, pas le fait de doubler, ça pouvait être sympathique, on faisait ça sérieusement. Les mecs qui faisaient du doublage ne se prenaient pas trop au sérieux. Donc ça déconnait pas mal, quoi. Entre chaque prise, on se racontait des histoires qu'on arrêtait entre chaque prise. Ce studio-là, c'est Serge Luguen. Je devais avoir 5 ans, quoi. Personne ne connaît maintenant ce mec. Claude, Luguen, Castrix, tout ça, c'est des gens qui sont d'une génération que ta génération et ceux qui font du doublage aujourd'hui ne connaissent absolument pas. Ce sont des directeurs de plateau. Et donc, Serge Luguen m'a contacté. Je ne savais pas lire, ou très mal. Ok. Donc j'apprenais le texte et on me tapait sur l'épaule. Je faisais le fils d'un aviateur. C'était un peu, tu sais, les films sur l'aviation américaine pendant la guerre. C'était les combats d'avions. Des films très simples à tourner puisque tu mettais les mecs dans un cockpit. Tu faisais ah ouais, ça c'est une puis en faisant, on faisait des films d'animation avec des avions qui se tiraient dessus. Après, j'ai pas arrêté. Donc, je peux te dire que je suis un artisan spécialisé dans le doublage, mais je suis quand même continué, puisque j'ai fait le doublage donc dans des séries quand j'étais petit. J'ai fait j'ai fait Marcelino Panevino, j'ai fait plein de trucs, plein de machins. D'autres, je faisais de la radio. Bon, j'ai bossé. Comment, on va dire, on se prépare, par exemple, pour une scène au théâtre, au cinéma ou sur un doublage? Sur le doublage, il faut lire la rythmo, s'essayer dessus une première fois, écouter l'acteur, pas pour forcément l'imiter, mais pour savoir où sont ses accents, les intentions, les accents. Et généralement, une bonne traduction, une bonne adaptation tient compte des gestes de l'acteur, je sais pas si c'est pas les intentions, il y a, tu vois, l'acteur qui bouge la tête, qui donne des impulses avec ses bras. Donc moi, je travaille avec le corps de l'acteur. Bien sûr. Beaucoup. Je l'ai comme ça dans le coin de l'œil. Donc je regarde toutes ces impulses. Il y a un autre terme que j'ai oublié là maintenant, que je ne retrouve pas dans ma tête de vieillard. Donc on lit son texte, on regarde, on l'essaye sur les intentions, et puis hop, on fait une première prise, dans laquelle je conseille généralement de se vautrer. Parce que si on est tout de suite très bien, quelque part, on se fige dedans. On est coincé dedans. Vaut mieux se tromper, vaut mieux merder, mais s'essayer. Improviser, inventer, être inventif. Plutôt que tout de suite, plaf. Tu vois, t'as des comédiens, ils sont d'équerre. Les directeurs de plateau sont contents, ça leur fait une prise tout de suite. Et comme maintenant on n'écoute plus, donc on continue, quoi. Donc c'est pas du tout comme ça que moi j'apprécie le travail. Et donc, une fois qu'on a fait une première fois, après on fait une deuxième qui est généralement pas mauvaise.
Des fois, la première aussi est bonne. Hein. Et d'ailleurs, la deuxième, quand la première est bonne, la deuxième est mauvaise. On en fait 3, quoi. Puis alors, des fois, tu as un truc, tu merdes sur un mot. Alors, tu peux partir dans une espèce de connerie. Ça fait partie de l'angoisse du comédien de doublage. Il a peur, quoi. Bien sûr. Après, c'est pas facile comme métier. Moi-même, je suis un vieux, la vieille, je dors pas la veille de faire un film, même si c'est Nicolas Cage ou quoi que ce soit. C'est toujours, pour moi, c'est toujours un challenge, quoi. Je remets le truc en route et c'est jamais gagné, quoi. Voilà. Donc, on va chercher, au fond de soi-même, ce qui peut être en résonance avec ce qui est joué, la situation qui est jouée. Pour pouvoir avoir une motivation de dire les choses, tu vas trouver ce qui te permet d'être dans la figure qui s'agite, hein, sur l'écran, qui dit donne-moi cette bouteille, je te prie, et l'autre dit non. Pourquoi tu me... Parce que je sais très bien ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Ben, tu commences à poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Et en fin de compte, dans la bouteille, il y a du cyanure, pour te donner. Donc c'est tout ça qui vient résonner dans le corps de l'acteur. Il vient dire, je vais pas faire, donne-moi la bouteille, je veux la bouteille. Non, donne-moi la bouteille. Pourquoi tu ne veux pas donner la bouteille? Parce que je sais très bien ce qu'il y a dedans. Voilà déjà la deuxième réplique que je viens de te donner, je sais très bien qu'il y a dedans. Elle fait un peu doublage, tu vois. La première, non. Pourquoi? Parce qu'elle vient chercher une résonance intime. Bah, c'était Patrick Poivet qui disait ça, que de toute façon, tout se joue déjà aussi dans l'œil du comédien. Alors voilà, beaucoup parlent de l'œil. Moi, je regarde l'œil, mais je regarde surtout le corps. Okay. Comment ça s'agite. Alors des fois, ils ne sont pas là, les mains, puisque c'est un gros plan. Oui. Donc là, tu regardes la bouche, tu regardes les yeux. Je regarde les yeux, bien sûr. Sauf si c'est une voix off au début. Ouais, par exemple. C'est ce qui est le plus difficile, d'ailleurs, les voix off. C'est très difficile, les voix off. Bah oui, parce que des fois, c'est le comédien qui va... Enfin, l'acteur qui va raconter voilà ce qui se passe, et puis il faut après mettre tout ça... C'est pas facile. En image. Moi, je suis pas très doué pour faire les trucs sur Arte, par exemple, les machins comme ça. Les documentaires audio, tout ça? Ouais, ça me Ok. Bah justement, après, on en parlera parce que vous avez fait des livres audio, justement. Ça, je me suis bien amusé. Les Harry Potter, mais ça, on en parlera. Oui. On en Comment parlera. tu les as trouvés? Bah parce que je les ai lus. Parce que les Harry Potter, je les ai lus, vus, entendus. Ce soir, il y a une première, les comédiens vont se préparer. Ils ont joué hier la Générale, c'était très mauvais. Ils vont commencer ce soir complètement comme des paillassons. Bah, peut-être que c'est la meilleure des positions pour monter sur scène, se prendre pour un paillasson. Je le dis d'ailleurs dans la pièce. Hein. Non, vous avez contribué à beaucoup de doublages de films cultes, je citais Star Wars, Retour vers le futur, Elephant Man par exemple aussi, ou toute la carrière de Nicolas Cage. Comment aujourd'hui vous voyez le doublage? C'est devenu très... Déjà, c'était de l'industrie, ça a toujours été de l'industrie, hein, culturelle, mais elle a suivi donc les dérives de l'industrie, quoi. Donc la vitesse, l'impréparation, et évidemment, on n'a pas le temps justement, on n'a pas le temps d'être original, quoi. Il faut coller. Alors, tu as quand même encore des grands acteurs qui arrivent quand même à placer leur bille, ou faire semblant d'être des grands acteurs. Parce que c'est pareil, moi, j'ai fait semblant d'être un grand acteur. Je ne suis pas plus grand que les autres. Mais on fait semblant. Je te disais tout à l'heure, tu écoutes même pas le travail que tu as fait. Tu arrives tu fais la première boucle, ça marche. Normalement, tu le fais du premier coup, maintenant. Et tout le monde se bat pour être le meilleur, pour pouvoir enregistrer le premier coup. Et là, comme moi, quand j'arrive, parce que j'ai accepté de faire une série, parce que j'avais refusé de faire des séries depuis les années 84, 83. Parce que je considère toujours que ça fige le métier d'acteur. Être en conforme, c'est une forme de formatage, quoi. Tu vois, tu finis par jouer toujours la même chose, toujours la même manière. Et tout. Bon, il y en a qui arrivent à s'en sortir parce que quand ils gardent la même voix, c'est tranquille, on fait sa série, c'est parti. Et la voix est assez sympathique, donc ça marche. Moi, je me suis rendu compte très vite que si je continuais à faire des séries, j'allais avoir une bonne retraite, j'allais bien gagner ma vie, mais j'allais me pourrir en tant qu'acteur. Complètement. Tu peux aller jouer dans un café-théâtre à Paris, tu peux faire les expériences que j'ai faites en théâtrale, en province ou en région, je veux dire, que je dis plutôt qu'en province, impossible. Bonne raison, en plus, c'est que, c'est l'époque où j'ai commencé à doubler Nicolas Cage et des grosses pointures. Et donc, grâce à ça, j'ai fait que du 35, quoi, c'est tout. Et puis je suis devenu, une référence, quoi. Non, c'est vrai, quand même. Bah oui, mais bon, c'est pas ce que je cherche. Je suis devenu un ouvrier spécialisé, plus ou moins dans le doublage, enfin, même pas mal, même.
Et après, avec ce que je gagnais, je l'investissais dans le théâtre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Tu vois. C'est prévu. Bah, vous savez quoi, on peut m'en parler maintenant, si vous voulez. Bah oui. Vous êtes en train de jouer en ce moment une pièce, vous faites la tournée avec votre troupe, on peut dire ça comme ça, que la pièce s'appelle La Vieille Vierge Insomniaque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'origine de cette pièce? C'est une histoire à la fois autobiographique, mythologique et historique. Je pars d'une histoire personnelle. Je raconte l'histoire de deux grandes familles du spectacle. La Sainte Famille et une famille d'artistes, qui en l'occurrence est la mienne. Et d'une certaine façon, je raconte un drame, mais de manière grotesque. Pour pouvoir prendre toute la distance que comporte le drame actuel de notre humanité, prisonnier par le discours qui est fait autour des images. C'est-à-dire que je prends l'histoire de la Vierge Marie, non pas en tant que déesse que je respecte profondément, parce que on pourrait dire qu'elle est la métaphore de la nature ou de Panchamama ou de plein de choses qui sont intimes et auxquelles chacun de nous se réfère. Je ne suis pas très persuadé que l'image que l'on a maintenant de la Sainte Vierge et de tout ça nous aide aujourd'hui à sortir de ce tragique qui est porté quand même par une idée qui est ce qu'on appelle le héros tragique. Je ne sais pas si vous connaissez. La figure du héros tragique, bien sûr. Voilà, la figure du héros tragique. Donc, le Christ en est un, d'une certaine façon. Oui. Voilà. Et donc, il bouche, d'une certaine manière, notre capacité à être dans une relation intime avec l'invisible. Voilà, avec notre propre invisible. Et c'est une façon tout à fait intéressante, louable, de réunir les gens autour d'un même drapeau, autour d'une même église, hein, d'une même pensée, pour éviter qu'ils se tapent sur la gueule. Bah, finalement, on s'aperçoit que non, ça n'évite pas qu'ils se tapent sur la gueule. Et puis, en plus de ça, ça fait une sorte d'hégémonie commerciale et de pouvoir énorme. Je te donne simplement rapidement, je parle pas de la pièce uniquement, mais ça en fait partie de la pièce. Hein. Ça parle d'une vieille vierge, une vieille dame, hein, qui, à la mort de son fils, s'est pris pour la Sainte Vierge et qui meurt de ne pas mourir, qui n'arrive pas à mourir. Quand je parle d'autobiographie, tout le monde a compris. Il y a ma nièce qui a parlé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Elle a le droit, elle a pu en parler à sa manière, de mes parents, de mon père et de ma mère, qui ont eu les plus graves défauts que la Terre peut porter aujourd'hui. Ce sont donc des archétypes, mais ce sont quand même un père et une mère. Et ils sont grands-parents et arrière-grands-parents. Quand une jeune fille qui a le droit de parler de son père et de lui donner une image de héros, comme elle le fait, je l'ai pas vu, hein, donc je peux pas en parler, je pense qu'elle a très bien parlé. Eh bien, quand elle parle de cela, elle pense cela dans le monde, elle en fait comme un document, quoi. Un document de quoi? C'est un document de vérité. Elle dit des choses qui sont pas vraies, pas tout à fait vraies, ou pas complètement vraies, ou vraies, mais dans un autre contexte. Et c'est toujours pareil, quoi. Moi, je fais du théâtre autour de cela. Et je fais du théâtre avec des prothèses, il y a un gros ventre, des gros seins. C'est pas forcément rigolo. Un gros braquemar. Tu vas venir voir la pièce. Hein. Je viendrai voir la pièce. Je te conseille. C'est effrayant et en même temps c'est drôle, mais c'est grinçant. Quoi. Et puis ça fait pas la part belle à notre culte actuellement, notre religion chrétienne. Tu vois, ça fait catholique. Ça fait pas la part belle au catholicisme romain. Oui. Lesquels romains sont encore très présents dans l'organisation du monde. Voilà. Moi, je suis pas en train de dire qu'avant c'était mieux. Je dis que, comme je disais au départ, on unifie les peuples. Les musulmans s'unifient autour du prophète, les chrétiens s'unifient autour du Christ, les bouddhistes s'unifient autour de Bouddha. Alors, il y a le monde hindouisme, et puis alors, vous avez les habitants des Guyanes, les Africains, qui avaient encore une forme d'animisme avec... l'animisme, ça veut pas dire qu'il y a tout le monde a peur des esprits qu'il y a dans la Corée, dans la forêt. Donc, tout ça, c'est encore vivant. Hein. Tout ça, c'est encore vivant. Tout ça se continue à s'affronter. Peut-être qu'il va falloir revenir à des choses plus simples, plus de proximité. Tu vois, moi, je vais habiter en Ariège, je vais monter en train. Bon, là, je suis avec ma tournée, donc je vais monter en bagnole. Je suis obligé d'utiliser ma voiture, mais je veux dire, il y a de plus en plus de choses qui se font en région. On n'a plus besoin de monter à Paris pour voir de la culture. C'est vrai. Non, c'est vrai, ça. Voilà. Et le cinéma, bon, c'est une industrie, je pense pas que ça va continuer. Hein. Par contre,
Les réseaux sociaux par l'électronique, ça veut continuer, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur aussi. Je dis pas que ça doit disparaître. Voilà. Tout ça ne disparaîtra pas. Comme d'ailleurs, nous ne reviendrons pas au paganisme. On viendra pas, on va pas se remettre à danser autour des poteaux. Bien quoique, hein, c'est très amusant de danser autour des poteaux. Moi, je trouve que c'est plus amusant de danser au poteau que de jouer à une Game Boy. Prendre à faire des paniers ou plein de belles choses à faire de sa vie. Des métiers manuels un peu. Non, y a pas, c'est pas, moi j'appelle pas ça manuel, c'est avec les mains. Donc moi ce que je pense, c'est ce qui va venir après cette foutue cochonnerie dans laquelle on est en train d'essayer de nous plonger, c'est-à-dire encore une troisième guerre mondiale, un écroulement de civilisation, un écosystème qui se détruit, toute la biosphère qui est en train, toute les animaux comme ça, tout ça est en train de se casser la gueule. Il faut inventer autre chose, donc il faut changer notre tête. C'est ça que j'attaque avec la vieille verve insomniaque. C'est joué. Non, mais donc c'est joué à partir de jeudi au 24 novembre à Paris. Et j'ai très peur parce que la générale était difficile. Après, donc vous jouez du 30 au 2 décembre à Toulouse. Et vous jouez à Aix-en-Provence le 13 décembre. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ben pour ceux voilà qui nous écoutent, n'hésitez pas, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez voir ça lorsque ça sortira. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, j'aimerais bien revenir sur une de vos performances que vous avez fait en doublage. Justement, est-ce que vous vous souvenez un peu du film Né un 4 juillet avec Tom Cruise et Willem Dafoe? Ah oui. Parce que justement, j'ai une anecdote de Jean-Pierre Dora qui dirigeait. Et justement, Jean-Pierre Dora disait que avec la scène avec Patrick Poivet et Willem Dafoe, en fait, vous finissiez quasi vraiment en osmose, en transe, vraiment tellement c'était puissant. Est-ce qu'on peut parler d'une performance artistique un peu là à ce moment-là? C'est toujours quand on rencontre l'autre que c'est bien. Quelles que soient les choses qu'on fait, quand on est à deux et puis que tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle un je et un tu, plutôt qu'un il, plutôt qu'un objet. Là, tout d'un coup, on était ensemble avec Patrick. Et comme on s'aimait beaucoup, ça passait, quoi. Et ça se ressent dans la scène. Ça se ressent que bien sûr. Y a À partir du moment où tu es avec quelqu'un et que ça communique, c'est les gens qui sont autour et qui l'écoutent et qui te voient, ça marche. C'est ce que vous disiez dans une interview, la seule interview vidéo qui existe, c'est que vous faites votre travail en s'amusant, mais très sérieusement. Encore à cette époque, j'étais encore en train de dire que les autres étaient pas bien et qu'il fallait faire mieux. Maintenant, je pense qu'il faut pas parler des autres. Les autres, ils sont ce qu'ils sont. D'ailleurs, ils n'existent pas, les autres. Il y a l'autre, peut-être. Même sûrement, tu vois, toi et moi, c'est l'un et l'autre. Voilà, on est dans une relation d'objet, mais pas dans le sujet. Oh, bien sûr. Né un 4 juillet, il faut que je me souvienne de ce truc-là. Patrick, je vais bientôt travailler avec lui. C'est un bon comédien et généreux. C'est ça qui est important, la générosité. Et en général, vous jouiez ensemble quand vous faisiez pas que forcément avec Patrick Poivet, mais sur des films plus peut-être les films des années 80, 90, même 70, vous étiez tous ensemble et vous jouiez ensemble. À la barre. À la barre, vous jouiez ensemble. Maintenant, on joue tout seul. Ouais, ça c'est un peu dommage. C'est même très dommage. C'est très dommage parce que il faut s'imaginer ce que l'autre a déjà fait. Non, on s'imagine pas ce que l'autre a fait. On s'immerge dans le. C'est comme si on rentrait dans un jeu vidéo. On s'immerge dans la situation de plus en plus. On n'est pas sur le plateau. Ce qui était intéressant à cette époque-là, quand on jouait ensemble, vous voyez, entre le fait de se projeter sur l'image et de croire qu'on est dans l'image et de rêver qu'on est dans l'image, ou être debout, devant une barre, à un micro, parler à un micro, entendre sa voix dans la pièce dans laquelle on est, en train de lire un texte sur une image qui passe, lequel vous préférez? Le premier, forcément. Eh bien, vous faites une erreur. Le meilleur, c'est quand vous n'êtes pas, justement, en train d'inventer un monde. Le meilleur, c'est quand vous êtes dans le réel, dans votre réel, et que vous parlez dans le présent. Et quand vous dites les mots en essayant de faire résonner l'espace dans lequel vous êtes, et à ce moment-là, vous commencez à rencontrer l'autre qui vous entend. Et en plus, même s'il n'y a personne, celui qui prend la prise et qui est avec son micro, tout d'un coup, il entend votre voix différemment. Il n'est pas en train de jouer pour le micro. Vous êtes en train de jouer pour l'espace dans lequel vous êtes, dans le réel dans lequel vous êtes. Et donc, la voix est différente. Là, d'ailleurs, par exemple, là, quand je te parle, tout d'un coup, je parle, et ma voix et mon timbre est différent. Je ne parle pas plus fort. Je peux même parler moins fort.
de parler tout doucement. Mais ma voix est différente. J'entends que j'occupe l'espace. Et l'espace, c'est les murs, le bois, ton corps. Et tout ça, ça s'interagit dans le jeu d'ondes que me renvoie ma voix. Quand je projette le son m'est renvoyé dans mes oreilles, j'entends, dans mon corps, je ressens. Tout ça, c'est du présent. Tout ça, ça fait des harmonies. D'accord, ok. Bah, je n'avais pas du tout vu ça comme ça. Mais... Ah ben voilà, tout le monde se projette dans l'imaginaire. Tout le monde rentre dans l'imaginaire. Un comédien, il faut qu'il soit au présent sur scène. Il ne faut pas qu'il soit en train de se raconter une histoire. Il voyage au présent. Voilà, il voyage immobile. C'est là où c'est difficile, mais il voyage. Mais au présent, là, sur un plateau. En 1961, vous avez joué dans Merlin l'Enchanteur. Oui. Vous avez fait le doublage de Moustique, Arthur. Oui. Archimède, je voudrais que Merlin soit ici. Merlin! Serge Nadeau qui dirigeait le pour film. Merlin. Pour Merlin. J'aimais pas ce type. Il n'était pas sympa, ce mec-là. D'accord. Bah, comment ça s'est passé? On peut rester un peu sur un. Comment ça s'est passé un peu ce mec-là, pour me faire réagir, il me foutait les coups de pied dans le cul, par surprise. D'accord. Pour que je sois pertinent. Voilà. J'aimais pas. Voilà. Parce que vous avez joué en plus des grosses pointures d'acteurs qui jouent au théâtre et en plus des pointures de doublage. L'acteur de Merlin, c'était René Harmonius. Alfred Pascali, excusez-moi. Oui. René Harmonius, c'était Archimède. C'était l'autre. Je jouais avec Claude Bertrand aussi, Jacques Balutin, Jacques Siron, Rita Rossio. Enfin voilà, tout voilà des pointures qu'aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus là et que même la nouvelle génération ne connaît pas trop. Non. Mais il y en a que tu n'as pas cité. Tu peux me donner d'autres noms? Oui, bien sûr. J'aimerais bien que il y a un mec, j'essaye son nom. Il y avait Francis Lax. Qu'est-ce qu'on déconnait avec Lax? Putain. Jacques Balutin. Jacques Balutin, il était plus sérieux. Il était plus inquiet pour sa carrière, Jacques Balutin. Ah oui? Oui, c'était... Tu vois, tu voyais dans le corps des acteurs, il y en avait qui n'en avaient rien à foutre, qui faisaient des cons, et qui ne faisaient pas la carrière de Balutin, par exemple. Et Balutin lui faisait attention, tu vois, quand même. Il y a un mec qui était formidable, mais qui est devenu très triste à la mort de sa fille, c'était Georges Aminel. Georges Aminel, ah mais oui, mais ça... Georges Aminel. Je doublais avec lui des films. D'abord, c'était l'occasion, à chaque fois il faisait des massistes. Tu sais, des massistes en enfer, massistes au paradis. Des merdes sans nom, tu vois, des trucs abominables. Et moi, je faisais avec lui, je faisais 2 jours, 1 jour et demi, tu vois. C'était l'occasion d'un gap, tu vois. On prenait des temps pour bouffer le midi, tu vois, avec le mec. C'était terrible. Et après, entre chaque prise, il faisait le con. Georges Aminel, je pissais de rire, je pouvais pas travailler, tellement il faisait rire. Oui, il y avait Georges Aminel, il y avait, comment s'appelle cet acteur Virlogeux. Virlogeux, oui. Henri Virlogeux, quelle merveille ce type. Henri Labussière. Labussière, il était bien. Bubu. Labussière, André Valmy. C'était déjà plus... Jean-Claude Michel, vous avez connu Jean-Claude Michel, bien sûr. Jean-Claude Michel. C'est un homme très sérieux. Oui, justement, ça il a cette réputation-là. Quand j'en parle à des comédiens, ils me disent Jean-Claude Michel, c'était très droit. Ah oui, très droit, mais très sympathique. Très sympathique, Jean-Claude. Très sympathique. Mais droit, mais tant mieux, d'ailleurs. Oui, non, il y en faut. Ouais, voilà, on citait plein de cette génération-là que vous avez... Très sympathique, ces mecs-là. Ouais. Enfin, très sympathique. Je rigolais bien. J'ai fait des conneries terribles, tu vois, du genre... C'est à l'époque où j'avais un camion, j'avais déjà 22, 21 ans. Et... je sais plus qui c'est qui dirigeait, c'était justement à Épinay. J'avais pris une nénette en stop, tu vois, pour venir. J'arrivais en retard. Et puis, je dis aux copains, bon, je reviens tout de suite, je vais la mettre sur le périph' et tout. Je suis parti, je suis resté avec elle, je sais pas combien de temps, je suis revenu après. Les mecs, ils me regardaient, ils me disaient, je faisais n'importe quoi à cette époque. D'ailleurs, Jean-Pierre était comédien sur ce truc-là. Jean-Pierre Dora. Dora m'a vraiment... Jean-Pierre... Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé Jean-Pierre. Il m'a quand même vraiment bien dirigé, quoi. C'est un type qui dirigeait très bien. Il disait pas grand-chose, mais il te laissait, quoi. Il te laissait travailler, quoi. Les gens, ils interviennent tout le temps. Moi aussi, d'ailleurs, j'interviens tout le temps. C'est d'ailleurs un défaut. Dominique Paturel aussi. Ah, il était pas mal, Dominique, oui. Dominique Paturel, qui nous a quittés en plus il n'y a pas très longtemps, là. Non, il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Moi non plus, il n'y a pas longtemps que je vais mourir.
Mais... Tu fais bien de venir m'embêter. Ah, ça sera l'interview carrière, alors c'est... Oui, c'est ça, voilà. Vous en avez fait donc en 97 avec Hercule. Les gars, mettez votre titanesque technique en pratique et battez ces Olympiques Coccyx. J'ai la flamèche éteinte. 1001 pattes en 98. Essayons de rester logique, voulez-vous? Essayons de raisonner simplement. Si elle était en haut, me serais-je donné la peine de descendre jusqu'ici pour la chercher? Ouais. Monstres et compagnie en 2002. C'est amusant. J'effraie les petits-enfants et les petits monstres. En gros, vous avez un peu cette petite période où vous jouez beaucoup de rôles un peu de vilains dans les films d'animation. Oui, on m'a donné ça, à une époque, on me donnait ça. Daisy Nichols, qui était une fille que j'aimais bien, qui travaillait pour Walt Disney. Après, c'est Boilem. Boilem, il est devenu complètement taré. Mais sinon, au départ, il était sympathique. Et après, il a déconné. Et il est devenu très, très négatif. Mais sinon, Daisy Nichols, c'est elle qui m'a fait, qui m'a foutu le pied à l'étrier pour faire des forfaits. Je pense que ça fait partie d'une politique dans laquelle Walt Disney voulait rentrer. Je sais pas. Avec Daisy, tu vois, c'était une grande femme brute, très belle. Bon, elle faisait partie d'une famille de grands intellectuels. C'est une américaine, franco-américaine, gréco-franco-américaine, je crois. Des fois, quand on allait chez Dubbing, on avait l'impression d'être chez Daisy, Minnie, tu vois, c'était Cruella. Elle faisait penser un peu à Cruella, Daisy Nichols, comme figure. Cruella des 100 Dalmatiens. Et c'est elle qui m'a donné le truc sur Nicolas Cage. Ça a démarré du tonnerre de Dieu. Le premier truc, c'était avec justement Jean-Claude Michel, je crois. Le premier Nicolas Cage? Ouais. C'était Cotton Club. Ouais. Mais il y en a un que j'ai fait avec lui, c'était que j'ai repris parce que je l'ai arrêté pendant un moment. Je crois pas que j'ai fait Cotton Club. Je pense pas. Cotton Club, c'est vous dessus. C'est moi qui le fais. Ouais. C'est le premier rôle, en tout cas, Nicolas Cage. Oui. Et après, j'ai fait aussi Birdie. Birdie, il y a eu 2 doublages en plus sur ça. Il y a eu un redoublage. Et c'était pas vous sur Nicolas Cage. Ah ouais? De Birdie, ouais. Qui c'est qui a fait ça, cette méchanceté? En fait, il y a un deuxième doublage, pour le Blu-ray. Ils ont gardé, par exemple, Thierry Bourdon pour Mathieu Modine, mais Nicolas Cage, étonnamment, change de voix. Et c'était quand qu'ils ont fait ça? Alors ça, ils ont dû faire ça, souvent c'est pour les sorties DVD ou Blu-ray. Oui, alors c'est récent, ça. Ouais, mais beaucoup moins que quand je l'ai fait. Ah bah non, parce que Birdie, c'est 84. Bah oui. Donc, donc c'est Birdie. Et après, j'ai arrêté, Birdie, parce que je partais à la campagne. Après, j'ai arrêté pendant un moment, j'étais plus à Paris, je faisais plus de doublage, je partais un peu ailleurs. Et il y a mon frère qui en a fait un, je crois, Jean-François Bléry, qui en a fait un, je pense. Et puis je suis revenu, j'ai fait Rock. Je demande ça parce que dans notre situation actuelle, ça pourrait s'avérer un renseignement utile, peut-être. Rock avec justement parce qu'il faisait Sean Connery, Jean-Claude Michel à ce moment-là. Voilà. Et on s'est très bien entendu avec Jean-Claude. Rock, en plus, le film est super. Il est bien. Et le film est super. Ouais. D'ailleurs, Nicolas Cage, c'est lequel votre préféré? Living Las Vegas avec Jacques Frantz, que j'ai fait, c'était aussi un grand plaisir de le faire. C'est un très bon comédien à cet endroit-là. Je peux jamais demander que je m'arrête de boire. C'est un bon comédien, Nicolas Cage. C'est pas de la tarte à doubler, je te le dis tout de suite. Et sinon, il y a comment c'est le truc sur la boxe là, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Snake Eyes. Si, Snake Eyes. Ouais. Snake Eyes. Et puis aussi le truc sur le vendeur d'armes. Lord of War, ouais. Ça c'est dans les plus récents. Je suis la collaboration zélée des hommes d'État les plus violents et des dictateurs les plus inhumains qui soient sur cette terre. Sinon, avant, entre ça et Rock, il y a eu quand même pas mal de films de Nicolas. Il avait fait aussi pas mal de merde. Je me suis accroché à un moment donné. On va dire que, allez, début années 2000, c'est là où ça a un peu commencé à partir un peu... parce je crois qu'il est tombé dans les dettes. Oui, il avait beaucoup de dettes, parce qu'on va dire les années 90, il y a quand même donc Rock, Les Ailes de l'Enfer, Volte-Face. Oui, Les Ailes de l'Enfer, c'était bien. Volte-Face, c'était super. C'est super, avec Renaud Marx, qui doublait Travolta. Très bien. La Cité des Anges, donc Snake Eyes, on l'a parlé, 8 mm, et À tombeau ouvert. Voilà, Tombeau ouvert, 8 mm. C'est horrible, 8 mm. C'est un film horrible. Et là, dans les derniers que vous avez fait, moi, il y en a un qui est super. Je vous ai entendu dernièrement sur Un talent en or massif. Voilà, mais là, il est super. Là, il est super parce qu'en plus, il reprend un peu la figure qu'il utilise un peu dans Bird. Mais moi, ça m'a fait plaisir, justement, de rentendre là Nicolas Cage avec une voix sur Un talent en or massif. Si tu veux t'occuper de mon café, ce que tu as à faire, mais je t'en supplie, par pitié. Pitié, laisse ma famille en dehors. Et là, j'en fais un, là, bientôt. Là. Il y en a un qui va sortir bientôt. Enfin, je vais doubler.
je sais pas le nom, tout ça, c'est Béatrice Delphes qui va diriger. D'accord. Bah justement, en plus, on parle un peu d'interprétation pas très habituelle. Gary Oldman dans Léon, par exemple. Ah, ça, je me suis appelé aussi. Dans le 5e élément, enfin, Oui, Gary Oldman, là, voilà. Je me suis vachement amusé à le faire. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Bah, dans Léon, déjà, le personnage est complètement fou. Ouais. Ça se sent que là, il y a... On parlait tout à l'heure de performance, là, il y a un truc qui... Ouais, mais il faut toute proportion garder, tu sais. C'est quand même beaucoup plus sympathique de doubler des bons comédiens que des merdes. Tu vois, quand tu doubles un bon comédien, tu t'amuses, donc tu peux être bon, quoi. Tu peux arriver à être bon. Quand tu doubles des mecs qui sont pas bons, bah t'es pas bon, voilà, tout simplement. C'est très difficile de rendre un mec bien. Et pourtant, certains doublages ont sauvé certains acteurs américains. Peut-être, oui, peut-être. Ça, je sais pas lequel. Par exemple, en vrai, je trouve Mark Hamill qui est pas très très bon en anglais. Ah je trouve que vous avez réussi à le rendre meilleur, Mark Hamill en Enfin, ça français. les a pas empêchés de me remplacer pour le dernier Star Wars. Oui, ça c'est une raison que beaucoup même de fans de Star Wars et tout ça, ils ont trouvé ça vraiment inadmissible. Je te parlais de Boilem, bah voilà, t'as Boilem, c'est Boilem, quoi. C'est des potentats, hein. Ouais, mais les gens auraient voulu, parce que là, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas le public. Est-ce qu'on pourrait faire ça pendant des heures, hein, à discuter? Ouais, c'est sympathique. Moi, j'aime bien parler de moi. Mais d'ailleurs, qui n'aime pas ça? Vous avez fait, par exemple, Dustin Hoffman dans Rain Man. Ouais. Ça, c'était super. Qui était, avec Patrick encore, justement. Oui, il était là. Oh, qu'est-ce qu'on s'est poilé, tous les deux. On s'est régalé. Parce que c'est ça, en fait, il y a certains tics que vous avez mis dans votre jeu, que Dustin Hoffman fait, mais justement avec les tics qui rendent beaucoup plus ça, plus succulent, je trouve, en français. Par exemple, les les Crispin Glover de Retour vers le futur, George McFly en 85, c'était Gene Girard qui dirigeait. C'est moi, George McFly. Vous avez doublé aussi une fois Robin Williams. Oui. Dans Jack. À chaque fois que je faisais ça, je me sentais pas bien, donc j'allais m'excuser auprès des copains, me dire mais non, laisse tomber, personne n'est propriétaire. Et après, hop, ils reprenaient leur truc. Je n'ai pas toujours été correct à cet endroit-là. Hein. Bah après, c'est le directeur artistique qui a choisi. Comment ça s'est passé ? Oui, c'est toujours comme ça, oui. Ouais, Mais ça donne encore un rôle assez vivant parce que c'est pas du Robin Williams qu'on a l'habitude de voir. Donc après, là, que ça soit doublé par vous, en fait, des fois, c'est peut-être un peu plus logique parce que c'est Williams qui part un peu plus dans ses retranchements. Et on parlait tout à l'heure de livre audio. Oui. Dont vous avez remplacé Bernard Giraudot. Oui. À ce moment-là. Qui m'a remplacé quand j'avais 23 ans. Ah ouais? Ok. Il m'a remplacé dans La Guerre de Troie n'aura pas lieu, parce que je suis parti, je jouais La Guerre de Troie n'aura pas lieu au théâtre de la ville, et à Avignon. Je suis parti, c'est Bernard qui m'a remplacé. Et donc, quand Bernard est parti avec son cancer du poumon, on m'a demandé de le remplacer dans la fin des Star Wars. Harry Potter. Des Harry Potter. C'est ça. Et c'est un exercice sympa, le livre audio à faire. Moi, je me suis amusé à le faire. C'est Gallimard qui me l'avait proposé. J'ai dit oui. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, ça marche bien, parce que vu que les films étaient déjà sortis, à ce moment-là, en fait, on pouvait pas trop se tromper sur les noms. Parce qu'à l'époque, quand ça avait été fait, les films n'étaient pas encore sortis. Donc pour les noms des personnages, pour des lieux, des sorts, fallait pas se tromper. Et là, c'est vrai que ça n'avait pas été le cas, donc c'était... Et ça vous semblait pas mal, ce que vous avez entendu? Ah oui, moi j'aime bien. Est-ce que vous avez vu aussi les livres que j'ai faits sur John Osborne? Non, ça je n'ai pas lu. Enfin, entendu. Oui. Faudrait que je l'écoute, ça doit être trouvable, je pense, sur... Oui, mais j'en fais plus, on m'a remplacé, parce que je demandais un peu trop d'argent. Dans tout cas, tout ce que je mets là, je mettrai des liens en description pour les sources. Oui. Pour tout ça. Et là, je pourrais finir. Qu'est-ce qu'on va dire, conclure un peu tout ça? J'ai fait du doublage, mais j'ai surtout fait du théâtre. Voilà, tu vois, tu me prends au moment où ce soir il va y avoir cette première. C'est très très angoissant de faire du théâtre, surtout quand c'est très dur ce que je fais, ce que je montre. Mais faire du théâtre, c'est parler de ce qui fait l'homme, c'est-à-dire de ce qu'il fait, de ce qui le fait être, c'est-à-dire sa réflexion, ce regard qu'il porte sur lui-même. Quand tu fais du théâtre, tu te rends compte en fait que c'est très peu payé, quoi. Là où c'est mieux payé, c'est l'industrie. Donc quand tu fais, pour te clore là-dessus, tu vas voir, c'est très trivial ce que je vais te dire. Quand tu fais du théâtre, t'as une retraite de merde, et quand tu fais du doublage et de l'industrie, t'as une retraite d'enfer. Même si t'as commencé à l'âge de 5 ans, comme moi, j'ai une petite retraite. Par rapport à certains qui ont fait que des feuilletons, que de la pub, et que du théâtre de boulevard, en même temps qu'ils faisaient du doublage dans la journée. Les mecs qui font de la recherche, qui se risquent, qui cherchent
qui font du théâtre un exutoire, ben ceux-là, ils crèvent la dalle. Voilà, je te donne cet exemple-là parce que moi, comme j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de doublage, même si je faisais des forfaits, je cotisais avec un plafond. C'est une erreur que j'ai commise. Ben, j'ai pas forcément une très très bonne retraite. C'est pas grave. Mais merci beaucoup. Et dans tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine interview, en tout cas sur YouTube. Prochaine interview vidéo, je ne sais pas. Et bah voilà, vous pouvez dans tout cas vous abonner à la chaîne et je vous attends dans les commentaires. Merci beaucoup Dominique. Et surtout, bon courage pour la pièce. Je mettrai tous les liens en description. On dit merde généralement. On dit merde pour la pièce, mais souvent je ne le dis pas. Merdre. Merdre, exactement. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup Dominique.